Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un flot ininterrompu de drogue qui va de la Chine vers les États-Unis d'Amérique depuis plus d'une quinzaine d'années. Et ça vaut vraiment le coup qu'on s'y arrête quelques minutes pour en faire une analyse géopolitique. Et oui, vous avez deux drogues qui sont en train de réduire la cervelle américaine à la consistance d'un fond de soupe refroidi. L'expression n'est pas de moi, elle est d'Achille Talon. Mais c'est bien la situation actuelle, hein. Vous voyez des zombies au fentanyl dans les rues de Los Angeles, de San Francisco, de Détroit ou des grandes villes de la côte Est. Et vous avez même maintenant des apologistes du fentanyl, une drogue bien plus dangereuse que l'héroïne, et vous en avez qui vous disent « Ah non, c'est très bien ». La drogue qui est vendue dans la rue, Dieu sait ce que les gens consomment. Si la drogue contient du fentanyl, nous leur suggérons d'en prendre seulement un peu pour commencer et plus après. Ou ils peuvent décider s'ils veulent consommer la drogue ou pas. Il faut encourager sa consommation dans des conditions acceptables, alors qu'en fait, cette drogue tue des centaines de milliers d'Américains depuis des décennies et que, évidemment, une partie des effets de sa surconsommation est à mettre sur le dos d'organisations collabo à souhait et enrichies sur ce genre de pratiques comme McKinsey, qui est, on le sait maintenant, on en a la preuve, et ils ont même payé des amendes pour cela, responsable en majeure partie de l'immense et terrifiante crise des opioïdes aux États-Unis. Pensez donc que ça fait plus de morts que la guerre au Vietnam. En fait, on est même en train d'atteindre un niveau où ça aura fait plus de morts que la guerre de sécession, en tout cas au moins pour le Nord. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de cynisme qu'on peut avoir à se dire, écoutez, ces animaux, ces paysans, ces espèces de sous-races fondamentalement, c'est bien comme ça qu'on le vit, eh bien on va leur donner des drogues puisqu'ils sont incapables de participer à la société et à la création de richesses mondiales, et donc ils vont mourir en tremblotant dans les rues, et ça fera plus de place pour nous autres, ça nous permettra un meilleur accès aux ressources de cette bonne vieille planète Terre. C'est quelque chose de tellement cynique qu'on le retrouvait dans Le Parrain, en fait, quand vous aviez Vito Corleone qui était en réunion avec la commission pour négocier une paix, et que lui, était opposé au trafic de drogue parce que lui, le parrain, Vito Corleone, avait, je cite, des juges dans ses poches comme de la petite monnaie. Ah, pardon, aujourd'hui, ça, c'est le cas de Soros qui finance les campagnes électorales des district attorneys des États-Unis un peu partout et qui peut, comme ça, mettre la pression sur n'importe quel politicien. Case in point, une certaine Fani Willis qui aujourd'hui a mis en examen Trump et des éléphants de son organisation d'une façon complètement inique et foireuse. J'ai même vu des gens qui osaient déclarer que les inculpations de Trump n'étaient pas politiques parce qu'elles étaient passées devant un grand jury. Oui, d'accord, mais si le grand jury est passé devant les médias américains, je vous garantis que vous pouvez le convaincre d'inculper Trump sans aucun problème. Bon, Soros aujourd'hui fait ce que Vito Corleone faisait à toute petite échelle artisanale. Lui, Soros, le fait à une échelle industrielle, et son organisation en soi n'est rien d'autre qu'une organisation mafieuse déguisée en organisation caritative. Et donc ça ne m'étonne pas que de la même façon qu'on n'ait toujours pas inculpé les clients de Ghislaine Maxwell et d'Epstein, dont je vous rappelle que l'organisation même était présentée comme une théorie du complot, devoir de mémoire, ne l'oubliez jamais, eh bien ça ne m'étonne pas non plus qu'on ait ce cynisme sur la crise des opioïdes, qu'on ait ce cynisme absolu sur le fait qu'aux États-Unis, ça consomme des opioïdes à tout va. Et l'autre drogue donc qui nous vient de Chine, c'est la méthamphétamine. Alors c'est pas eux qui l'ont inventée, attention, mais ils l'envoient par la poste. Ça c'est assez magnifique, c'est-à-dire que vous avez une très grande partie du trafic de méthamphétamine aux États-Unis qui passe directement par le système postal américain, parce que la méthamphétamine est très difficile à détecter, en tout cas elle ne se détecte pas avec des chiens renifleurs, et donc vous pouvez la faire circuler par la poste. C'est quand même un truc de malade. Laquelle poste américaine
est d'ailleurs très déficitaire parce qu'elle subventionne de facto la Chine. Et oui, c'est complètement fou, mais les droits de tirage spéciaux du FMI sont le système qui est utilisé pour équilibrer les moyens postaux dans le monde avec l'Union postale universelle, une des premières grandes organisations internationales d'ailleurs basée à Berne en Suisse. Et l'Union postale universelle fixe l'équivalent des taux de change pour les timbres, c'est-à-dire vous achetez un timbre aux États-Unis et vous avez le droit de voir votre enveloppe livrée jusqu'à Shanghai, et donc la poste chinoise va devoir rendre un service sur la base d'un timbre qui a été payé aux États-Unis. C'est pareil, quand vous envoyez une lettre aux États-Unis, sur la base d'un timbre que vous avez acheté à Pékin, la poste américaine va être obligée de rendre un service sur les infrastructures américaines, de livrer la lettre jusqu'au bout. Et le prix de ce service, l'équivalence, le taux de change, est fixé par l'Union postale universelle, mais sur des bases qui ne sont pas renégociées depuis des décennies. Et donc, elles ne tiennent pas compte de l'inflation, elles ne tiennent pas compte des rapports de force monétaires et économiques entre les pays. Et pour la faire courte, quand un Chinois poste une lettre aux États-Unis, la poste américaine perd de l'argent. Donc c'est encore plus magnifique que ça, c'est-à-dire que vous avez de la méthamphétamine qui rentre sur le territoire américain, subventionnée par les États-Unis et qui tue la population américaine à petit feu. Et vous avez un parti démocrate qui s'accommode très bien de tout ça, puisque la mairie de San Francisco est tout à fait OK avec ça. C'est un phénomène que Nassim Nicolas Taleb avait parfaitement compris. Il avait dit, vous savez, quand vous créez une organisation pour résoudre un problème, elle ne va jamais résoudre ce problème, puisque l'argent qu'elle reçoit dépend de ce problème. Donc elle ne va pas mordre la main qui la nourrit. Quand vous faites des organisations pour lutter contre le trafic de drogue, le trafic de drogue va exploser. C'est littéralement ce qu'on a vu aux États-Unis. La guerre contre la drogue a vu en fait la quantité de drogue entrée aux États-Unis augmenter exponentiellement, et c'est bien ce que l'on voit encore aujourd'hui. Pareil, quand à San Francisco, vous créez des organisations municipales pour lutter contre le phénomène abominable des masses de sans-abri que vous avez à San Francisco. Bien sûr, il y aurait des solutions. Bien sûr, San Francisco a plein d'argent avec le taux d'imposition exceptionnel qu'ils ont et toute la Silicon Valley autour d'eux. Mais bon, ils payent des fonctionnaires 200 000 $ par an pour reloger les SDF nominalement, mais en réalité, ils ne font absolument rien. Les SDF continuent à être de plus en plus nombreux à San Francisco pour tout un tas de raisons. On ne construit pas assez de logements là-bas, les prix ont explosé à cause justement des hauts salaires de la Silicon Valley, mais fondamentalement, vous avez des gens qui sont payés par la municipalité pour résoudre un problème qu'ils ne voudront pas résoudre, puisque sinon ils perdraient leur magnifique salaire à 200 000 par an. C'est assez sublime. Et bien de même pour les épidémies de fentanyl et d'opioïdes en général, comme l'oxycontine, et puis l'épidémie de consommation de méthamphétamine qui nous vient en l'occurrence tout droit de Chine. Alors la Chine, dans tout ça, je vais pas lui jeter la pierre. Elle a bouffé les 2 guerres de l'opium, elle a une revanche à prendre, et je peux vous assurer qu'elle se marre bien quand elle voit la situation. Cette revanche est tout à fait suave et douce, et puis après tout, la revanche est un plat qui se mange froid, très froid. Les guerres de l'opium, c'était maintenant, il y a presque 200 ans qu'elles ont commencé. Alors ça fait un plaisir tout à fait exceptionnel à la Chine de pouvoir aujourd'hui saper les États-Unis d'Amérique avec la complicité d'un parti démocrate tout à fait corrompu. On le sait très bien aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou des faux procès faits à Trump. La Chine est ravie d'inonder les États-Unis de drogue. Et bon, c'est en quelque sorte un sic transit Gloria Mundi ou un retour à l'envoyeur. On peut se rappeler que la question du trafic de drogue est toujours quelque chose d'extrêmement hypocrite, c'est-à-dire que vous avez HSBC qui a toujours prétendu être une banque honnête qui fait son KYC, Know Your Customer. Mais bon, le KYC, c'est quand vous n'avez pas d'argent, évidemment. Une belle banque suisse comme UBS aujourd'hui dans les emmerdes jusqu'aux yeux, ou bien le Crédit Suisse qui va devoir fusionner avec ses emmerdes, ou l'inverse. Eh bien, ce sont typiquement des exemples de cette hypocrisie exceptionnelle des banques helvètes qui prétendent faire leur KYC, mais si vous avez suffisamment d'argent, que vous êtes un chef d'État africain corrompu ou un trafiquant de drogue, eh bien, elles vous dérouleront le tapis rouge, parce qu'après tout, l'argent de la drogue, le blanchiment, c'est du vrai bon taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire que le baron de la drogue vous remet 1 milliard et vous ne devez lui rembourser que 900 millions. Elle est pas belle la vie. Alors comprenez bien que la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation,
c'est-à-dire HSBC, a été faite sur ce principe, mais que c'est encore aujourd'hui une banque respectable, même si elle s'est faite épingler à plusieurs reprises pour avoir blanchi de l'argent de la drogue. Parce que tôt ou tard, cet argent sera blanchi quelque part. Qui aux Bahamas, qui à Macao, qui est une des plus grosses machines à laver du monde. Et ben oui, les casinos, c'est génial pour ça. Vous arrivez, vous perdez de l'argent dans un casino, c'est du cash. Et ben cet argent vient d'être blanchi, propre et net. Bien entendu, vous possédez le casino aussi. Vous avez l'immobilier autour. Là aussi, de rechef, elle est pas belle la vie. Alors pour le cas de la Chine, bah oui, j'avoue que c'est une revanche assez honorable, en quelque sorte, cette bonne guerre. Cette hypocrisie sur la drogue m'a toujours fasciné. Pensez, Franklin Delano Roosevelt, un immense personnage, FDR, Franklin Delano Roosevelt, eh ben lui, il est issu d'une famille de la drogue. Son grand-père trafiquait de la drogue en Chine pendant les guerres de l'opium. Si c'est pas magnifique ça. Et le petit-fils d'un trafiquant de drogue devient l'équivalent de la famille royale aux États-Unis. Il fait 3 mandats, si c'est pas sublime ça, et devient quelqu'un d'exceptionnellement respectable qui donne son nom à des avenues un peu partout dans le monde. Donc pendant qu'on nous fait du devoir de mémoire, pendant qu'on nous dit que les États devraient s'excuser de tel ou tel comportement, bah on oublie de nous dire « Attendez, la couronne d'Angleterre a été littéralement la plus grosse organisation de trafic de drogue au monde pendant des décennies. Et elle a détruit des centaines de milliers de vies humaines en Chine en trafiquant son opium de force. Elle a envahi la Chine pour la forcer à prendre son opium, non pas une, mais 2 fois. Elle a cultivé cet opium en Inde avant de le trafiquer en Chine. Et elle a fait des fortunes comme ça. Est-ce qu'elle s'en est excusée ? Bien sûr que non. Le trafic de drogue, c'est quand vous êtes un petit dealer de quartier que c'est sale. Mais quand vous êtes une famille royale, c'est propre et clean. Quand vous êtes la famille Roosevelt et que vous allez financer ensuite Tammany Hall, énorme organisation de corruption à New York, bah c'est clean aussi. En fait, vous aurez compris que pour une banque ou pour un historien, si ce que vous faites rapporte des milliards, bah c'est bien. Même si c'est du trafic de drogue. Et si vous êtes un petit dealer de quartier, bah là oui, vous prendrez 10 ans de tôle. Mais c'est parce que vous n'avez pas la classe et le panache de faire ça à l'échelle nationale, comme la CIA par exemple. Et oui, la quantité d'héroïne qui sort d'Afghanistan n'a fait que baisser. Et même la quantité d'opium, de morphine base, de matières premières, n'a fait que baisser depuis que les États-Unis en sont partis. C'est bizarre ça, dis donc. Ah oui, hein, il y avait beaucoup de trafic d'opium et de morphine base en Afghanistan quand les États-Unis l'occupaient. Mais à l'époque, vous aviez des journaux tout à fait sérieux, LOL, qui disaient « Ah bah oui, ce sont les insurgés qui cultivent de l'opium ». Bien entendu, à une époque où on peut tout surveiller par satellite, un champ d'opium, ça se voit aussi bien de l'espace, et on est bien d'accord qu'un résistant en Afghanistan, eh bien, il a que ça à faire d'aller cultiver de l'opium, puis surtout, il va aller prendre des rendez-vous, parce qu'un champ, faut l'entretenir, hein. Donc il va se présenter à son champ régulièrement, et l'armée américaine, fair play, va pas l'attendre au champ, surtout pas. Non. Aucun journaliste n'était venu investiguer ça, à dire « Attendez, c'est complètement débile ce que vous racontez, s'il y a du trafic d'opium en Afghanistan, sachant que les États-Unis peuvent voir l'intégralité du territoire et bombarder où ils veulent, bah c'est forcément que c'est du trafic d'opium qui est fait par vos amis, les amis de l'occupant, et qui est blanchi par la CIA, peut-être au hasard en passant par des pays comme le Kosovo. » Pardon, j'ai un petit peu dérapé. Mais bon, ça s'est passé puisque les États-Unis sont partis d'Afghanistan. Bah donc maintenant la Chine est en train de mettre les États-Unis minables en leur vendant de la méthamphétamine qui passe par la poste et du fentanyl qui passe par le Mexique. Et lentement mais sûrement, la population américaine est en train de littéralement se zombifier. Alors, on peut conclure un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a le contrôle maintenant du crime organisé derrière tout ça. La Chine, depuis Mao, et aussi depuis Chiang Kai-shek, il faut lui reconnaître, a parfaitement compris que les sociétés des 3 harmonies étaient des points d'entrée des forces étrangères, de l'ingérence, et donc qu'il fallait les contrôler. Et donc on peut jamais totalement éliminer le crime, hein. Le crime existera toujours, en particulier le crime organisé, mais justement c'est mieux d'avoir un crime organisé qu'un crime désorganisé, parce que ça va vous donner des calages dans les quartiers, et ça va vous donner des innocents qui se font tirer dessus en période touristique, pas bon pour les affaires. Mais bon, un crime organisé qui contrôle le jeu, la prostitution, le blanchiment d'argent, et parfois même les fraudes financières comme les Yakuza au Japon, ou comme la famille Genovese à New York, qui opérait davantage de boiler rooms que le loup de Wall Street au passage, hein. Eh bien, ça c'est toujours utile comme moyen de souveraineté, c'est-à-dire que vous aurez toujours un underworld, vous aurez toujours un crime organisé, soit c'est vous qui le contrôlez, soit c'est l'ennemi. Exemple, en Italie. En Italie, où même vous aviez vu une sorte de fusion malsaine en Calabre entre certaines loges et le crime organisé. Au bout d'un moment, même vous aviez des sociologues qui avaient dit
en Calabre, la franc-maçonnerie et le crime organisé, la 'ndrangheta, ont fini par quasi totalement fusionner. C'était très exactement ce qu'avait découvert le préfet de fer à son époque, ou plutôt le préfet sanglant, quand Mussolini l'avait nommé en Sicile. Il avait tenté d'incarcérer tous les chefs mafieux jusqu'à ce que ça ne remonte à un trop haut niveau. Mais dans le cas italien, au final, c'est l'OTAN qui a fini par mettre la main sur les chefs mafieux, via la CIA bien entendu, avec l'opération Underworld, dans laquelle Lucky Luciano a été sorti de prison par l'Office of Strategic Service, qui est l'ancêtre de la CIA, et a été ensuite exilé en Italie, où il a rendu de bons et loyaux services aux États-Unis d'Amérique dans la guerre froide, parce qu'il fallait lutter contre le communisme. Ça, Charles de Gaulle et Charles Pasqua l'avaient parfaitement compris. C'est bien pour ça que Charles Pasqua avait permis de développer le SAC, le service d'action civique, pour contrôler le milieu et puis le canaliser. Ça avait donné le milieu corse en Afrique, c'est-à-dire qu'il était toujours gaulliste, mais il allait faire ses conneries ailleurs. Encore une fois, De Gaulle avait parfaitement compris ça, Mao avait parfaitement compris ça, Chiang Kai-shek avait parfaitement compris ça, et le pouvoir japonais l'a parfaitement compris aussi, encore que, là aussi, la CIA a infiltré les Yakuza. Et oui, pourquoi ? Parce que quand vous êtes la CIA, vous savez que vous allez opérer clandestinement, et clandestinement, c'est comme pour le trafic de drogue quand vous êtes la famille royale, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que quand vous êtes la reine Victoria, ça fait partie de votre noble et glorieuse histoire, mais quand vous êtes un petit trafiquant de quartier, c'est 10 ans de prison. Et pour la CIA, c'est pareil, vous faites du crime organisé, bien entendu. Ce que vous faites est illégal dans les pays où vous opérez, donc normalement, vous devriez finir en prison. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce que vous faites est de la clandestinité. C'est beaucoup plus classe. C'est limite romantique, ce mot. Clandestin. Et quand vous faites des opérations clandestines, vous devez prendre attache et langue avec le crime organisé. C'est pour ça que Poutine contrôle le milieu en Russie. Il le savait, il faisait partie du KGB. Et le KGB à l'époque faisait aussi bien des opérations d'espionnage que de contre-espionnage. Ce n'est pas comme aux États-Unis où vous aviez le FBI qui intervenait dans les élections, qui pouvait blanchir l'assassinat de Kennedy et qui pouvait accessoirement censurer sur Twitter et devenir un État dans l'État. Non, en Russie, vous aviez le KGB qui était aussi un État dans l'État, mais qui faisait aussi bien les saloperies du FBI que les saloperies de la CIA. Ensuite, quand l'Union soviétique s'est effondrée, vous avez eu le SVR pour les opérations extérieures, donc clandestines, et le FSB, qu'on confond souvent avec lui, qui est donc l'équivalent du FBI aujourd'hui. Eh bien, Poutine, comme il était au KGB, et qu'il savait bien que le KGB faisait les deux, avait compris qu'il fallait contrôler l'Underworld, le crime organisé. La Chine l'a compris aussi, elle a compris que c'est un relais, et elle l'utilise aujourd'hui pour saper les États-Unis d'Amérique. Si c'est pas magnifique, cette ironie de l'histoire.